Donc à mon tour d'introduire Jean-Louis Rastoin, qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui pour cette deuxième rencontre francophone sur les légumineuses. Donc je vais faire un bref introductif sur Jean-Louis, et ensuite il vous présentera sa vision sur la géopolitique de la sécurité alimentaire. Donc Jean-Louis est ingénieur agronome, docteur d'État en sciences économiques et agrégé des universités en sciences de gestion. Il est professeur émérite à Montpellier Supagro. Il est fondateur et conseiller scientifique de la chaire UNESCO Alimentation du Monde. Il est aussi cofondateur et ancien directeur de l'unité mixte de recherche Moïsa. Et entre autres, parce qu'il a un beau palmarès, Jean-Louis. Il est aussi membre de l'Académie d'agriculture de France. Il a réalisé un certain nombre d'ouvrages sur la sécurité alimentaire, notamment, où il est fortement intéressé sur cette thématique. Et l'année dernière, par exemple, il a publié un ouvrage aux éditions Harmattan qui s'appelle « La sécurité alimentaire mondiale ». Et du coup, lors de sa présentation, il va faire un état des lieux de la géopolitique de la sécurité alimentaire, et à partir de cet état des lieux, en montrant que on est sur un système de production, de commercialisation et de consommation qui est délétère, comment on peut proposer des perspectives qui vont aller vers une transition plus durable. Voilà. Donc je laisse la parole à Jean-Louis. Je vous remercie. Merci Aurélien, merci Marie-Benoît et le comité d'organisation pour l'invitation. Je dois dire, je suis impressionné par le succès de cet événement. Je pense qu'il y a une dizaine d'années, on n'aurait pas pu remplir une salle aussi grande avec le thème des légumineuses. Et donc, ça rend optimiste pour la longue marche de l'humanité vers une alimentation plus durable. Alors, je voudrais commencer par deux flashs. Le premier sur la question cruciale du droit à l'alimentation, qui mobilise un nombre croissant de pays avec l'inscription de ce droit dans les constitutions. Et le dernier pays en date, c'est la Suisse, qui a fait ça il y a 1 an. Et il y a également dans ce phénomène la recherche d'une alimentation de qualité, en quantité suffisante pour tous, ce qui est d'ailleurs la définition de la sécurité alimentaire. Bon, le deuxième phénomène qui nous interpelle, évidemment, ce sont les crises sanitaires qui handicapent l'alimentation et qui sont à l'origine de maladies graves, une véritable pandémie dont j'aurai l'occasion de reparler. Alors la problématique, elle est simple, c'est nous ne sommes pas en sécurité alimentaire. On ne peut pas dire que, même il y a très peu de pays, sinon aucun, qui correspondent vraiment à la définition de la sécurité alimentaire. Alors comme il s'agit d'alimentation, c'est la vie qui est en jeu, et il doit y avoir une préoccupation des politiques beaucoup plus forte qu'aujourd'hui sur cette question. Alors l'hypothèse que nous faisons à la chaire UNESCO, c'est que parmi tous les leviers mobilisables pour aller vers plus de sécurité alimentaire, le mode de gouvernance est fondamental. C'est pour ça que je viens de parler de politique. Et probablement autant, sinon plus, que la technologie et le marché, qui restent indispensables, mais qui doivent accompagner un changement de gouvernance. Alors 3 points dans mon exposé. Le premier, ça va être un bilan synthétique. Je ne peux pas rentrer dans le détail, mais vous aurez une bibliographie à la fin du document. Deuxième point, une tentative de prospective qui se base sur de très nombreux travaux qui convergent aujourd'hui vers ce que je vais présenter. Et le troisième point, c'est la gouvernance, avec notamment cette question géopolitique, comment le monde doit s'organiser puisque la globalisation et la mondialisation sont de plus en plus critiquées. Et en conclusion, c'est évidemment l'appel à une politique alimentaire. Alors le bilan, d'abord un rappel de définition, puisque c'est un professeur de Montpellier là, qui a beaucoup travaillé sur l'économie agroalimentaire et qui indique ici que c'est la façon dont les hommes s'organisent dans l'espace, donc la notion de territoire intervient là, et dans le temps pour obtenir
et consommer leur nourriture, ce qui inclut évidemment la chaîne de distribution. Alors vous avez ici la chaîne de valeur qui est représentée. Bon, j'aurais préféré un schéma circulaire, mais je ne suis pas assez doué en graphique là pour vous le faire, parce que véritablement on est dans un processus de boucle, de rétroaction, et aujourd'hui on constate que les modifications du comportement du consommateur envoient des signaux vers l'amont sur tous les niveaux de la filière alimentaire, et que plus on est loin du consommateur et plus on a de difficultés à s'adapter. C'est un enjeu notamment pour les agriculteurs. Alors si je simplifie beaucoup, encore une fois, dans la typologie des systèmes alimentaires, en gros on peut faire un regroupement en 3 catégories. Bon, la première catégorie, la plus importante aujourd'hui, puisque c'est au moins la moitié de l'humanité qui est nourrie par l'agro-industrie. Deuxièmement, c'est évidemment encore et beaucoup la configuration traditionnelle. Et enfin, entre ces 2 formes, il y a beaucoup de formes intermédiaires, et les gisements de nos systèmes alimentaires durables, ils sont dans ces formes intermédiaires. Pour le système agro-industriel, bon, il a été longuement diagnostiqué, intensif, spécialisé, concentré, mondialisé, financiarisé. La financiarisation, à mon avis, est le phénomène le plus préoccupant pour l'avenir du système alimentaire. Alors, il y a eu de grandes avancées, notamment ce que vient d'expliquer mon prédécesseur ici à cette tribune, c'est qu'il y a eu un triplement des rendements, notamment en céréales ici, et que les prophéties catastrophiques de Malthus d'abord et puis de Ehrlich plus récemment n'ont pas eu lieu. C'est-à-dire que la consommation moyenne par tête de l'humanité a beaucoup progressé dans les 50 dernières années. Bon, deuxième avantage du système agro-industriel, c'est évidemment la baisse des prix réels. Si j'enlève l'inflation, ces prix en 50 ans ont été divisés par 2. Troisièmement, rapidité et praticité des utilisations d'aliments dû au phénomène de l'urbanisation, moins de temps pour préparer les repas, etc. Et puis une forte progression de la sûreté alimentaire, puisque, par exemple, les toxi-infections alimentaires collectives en France ont été divisées par 1000 en 50 ans. Il y avait 150 000 décès en France en 1950 du fait des toxi-infections alimentaires. Aujourd'hui, c'est tombé autour de 150. Alors le système alimentaire traditionnel, il est bien connu, il a un avantage dans lequel d'ailleurs on peut puiser des éléments de solution pour l'avenir, c'est l'adaptation à l'écosphère. Deuxièmement, ce sont des filières qui sont mal organisées, ça a été évoqué aussi, avec des maillons multiples. La productivité est très très faible et l'autoconsommation est prédominante, c'est-à-dire qu'on produit sur une exploitation pour se nourrir, en priorité la famille. Et il n'y a pas de surplus qui permet de capitaliser et moderniser l'agriculture. Et enfin, bon, c'est une trappe de pauvreté, comme on dit. Alors l'insécurité alimentaire, on peut la caractériser par 4 points. Le premier, c'est la malnutrition. Je mets ça volontairement en tête d'affiche, parce que là aussi, il n'y a pas une prise de conscience suffisante. Si on travaille sur la base de données de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, on arrive à peu près la moitié de l'humanité qui est mal nourrie, soit par carence calorique, nutriments, etc., soit par excès. 2 milliards de chaque côté, ce qui fait à peu près un peu plus de la moitié de l'humanité. C'est un phénomène extrêmement inquiétant. Le deuxième point, ce sont les dégradations environnementales. On a fait une estimation sur les 9 milliards d'hectares utilisés par l'homme dans le monde, le tiers est dégradé, soit par des pollutions, soit par ce qu'on appelle les conflits d'usage, c'est-à-dire l'agrandissement des villes, des infrastructures, etc. Et évidemment, c'est ce qui est pris à l'agriculture. Et donc, le tiers est dégradé, et ça représente le quart de l'humanité. C'est considérable. Les paysans qui vivent sur des terres dégradées ont un avenir très sombre. Troisième point, la stabilité des marchés. Alors certes, les prix ont diminué, comme je l'ai expliqué, mais avec des yo-yo fantastiques. C'est-à-dire, en l'espace de 2 ou 3 ans, les prix peuvent chuter d'un facteur 3, ils peuvent rebondir d'un facteur 3, etc. Alors comment voulez-vous gérer une exploitation agricole? Comment voulez-vous gérer une entreprise agroalimentaire avec de tels yo-yo
soit sur le prix de vente de vos produits, soit sur le prix d'achat de vos intrants. Et enfin, cette insécurité alimentaire se caractérise par des inégalités économiques et sociales, en particulier le fameux partage de la valeur dans les filières agroalimentaires. D'après les calculs de l'Observatoire des marchés en France, l'agriculteur il récolte 6% de ce que paye le consommateur. Hein, c'est très très peu. C'est insuffisant. Opacité informationnelle. Bon, il y a tout un débat sur les étiquettes des aliments, notamment ultra-transformés, etc. C'est quelque chose qu'il faut absolument rendre beaucoup plus transparent. Et puis, il y a un déficit de gouvernance que j'expliquerai un peu plus loin. Alors, pour illustrer ça, il y aura une seule diapo, mais elle est très intéressante. C'est une étude anglaise qui révèle les coûts cachés de l'alimentation. Qu'est-ce que c'est que les coûts cachés? L'alimentation, c'est un coût qui n'est pas inclus dans le prix des aliments. Et vous voyez que dans ce qui n'est pas inclus dans les aliments et qui est donc financé par la redistribution fiscale, c'est 50% de ces coûts cachés, c'est de la santé. C'est énorme. C'est-à-dire que le coût... Bon, en France, le Trésor vient de chiffrer le coût de l'obésité, c'est 20 milliards d'euros par an. C'est énorme, en dépenses de santé, etc., perte de journées de travail. Voilà. Et le consommateur britannique, au total, dépense autant à travers la redistribution fiscale pour se nourrir que à travers les achats directs. Alors c'est pernicieux parce qu'évidemment, il n'y a pas de responsabilisation des acteurs des filières avec ce système. Si je ne paye pas le coût environnemental de ce que je fabrique, si je ne paye pas le coût social, etc., évidemment, je me sens moins responsable pour investir dans la diminution de la pollution, dans la diminution de la destruction d'emplois, etc. Alors la prospective, bon là aussi, je suis amené à peut-être caricaturer dans un souci de pédagogie par manque de temps. Il y a eu de très très nombreux exercices de prospective, notamment il y a eu Agrimonde CIRAD INRA et puis Agrimonde 2, Agrimonde Terra, qui sont, et puis des exercices qui ont été faits dans de nombreux pays et par les organisations internationales. Hein. Alors on peut, en simplifiant, dire qu'il y a 3 scénarios et que ces scénarios se basent tous sur ce qu'on appelle les variables clés du changement. Et évidemment, la première variable clé, c'est la population. Bon, les chiffres sont bien connus. Aujourd'hui, on va plutôt vers 10 milliards d'habitants en 2050, hein, d'après les prévisions de l'ONU, que 9 milliards, comme on disait il y a quelques années. C'est-à-dire qu'il va falloir nourrir 2,2 milliards de consommateurs en plus 30%, entre 2015 et 2050. Et là-dessus, le gros changement, c'est l'Afrique, hein, dont je reparlerai plus tard, avec une croissance démographique tout à fait impressionnante, beaucoup plus vigoureuse qu'en Asie. Deuxième phénomène qui a également été évoqué, c'est l'urbanisation. En 2005, on a franchi le cap plus d'urbains que de ruraux. Et si, dans le scénario tendanciel, ce sera 75% en 2050. Et, là aussi ça a été mentionné, la moitié de ces habitants en plus, au total, seront dans des mégalopoles de plus d'1 million d'habitants. Et il faut retenir ça parce que les solutions que nous allons proposer pour les systèmes alimentaires de demain, elles vont dépendre de ces chiffres. Et notamment, ce chiffre très important pour nous, c'est qu'il y aura un tiers des habitants dans des villes de plus d'1 million d'habitants qui vont relever d'un mode d'alimentation spécifique. Et les 2 tiers seront des urbains avec un mode d'alimentation beaucoup plus territorialisé. Bon, l'obésité, toutes les prévisions faites à l'OMS montrent que le phénomène va continuer si on ne fait rien, évidemment. C'est du tendanciel. Alors les 6 autres variables clés, c'est évidemment le changement climatique. Le dernier rapport du GIEC montre que les efforts de la communauté internationale et de chaque individu, de chaque pays sur cette planète sont tout à fait insuffisants. Deuxièmement, épuisement des ressources fossiles. Alors pour nous, en agriculture, il y a la question du phosphore, hein, qui est beaucoup plus dramatique que la question des énergies fossiles. Les ressources naturelles, chute de la biodiversité, à peu près dans les 50 dernières années, perte de la moitié de la biodiversité mondiale, la raréfaction des ressources en eau et en terre. L'information du consommateur, bon, elle est menacée par un accaparement privé, par les big data, c'est-à-dire ces entrepôts de données personnelles
malgré tout ce que peuvent tenter les gouvernements jusqu'à présent, eh bien, elles sont privatisées et revendues ensuite. Et autre phénomène, parce qu'on subit le matraquage commercial du marketing direct, mais il y a un autre phénomène beaucoup plus inquiétant, c'est que pour la gestion des entreprises, on va dépendre beaucoup de ça aussi. Donc là aussi, le politique doit faire quelque chose. La gouvernance des filières, bon là aussi, il y a une grande mutation à attendre qui va être très compliquée. C'est-à-dire qu'il faut sortir d'une gouvernance actionnariale. Les propriétaires d'actions, finalement, font les stratégies pour aller vers une gouvernance partenariale, c'est-à-dire l'ensemble des parties prenantes a son mot à dire dans la gestion des entreprises et dans la gestion du monde. Par exemple, dans les entreprises, et la loi Pacte va dans ce sens, les salariés doivent avoir leur mot à dire dans la stratégie, mais aussi les clients et pourquoi pas les fournisseurs. Bon, la question des valeurs, elle est fondamentale. On est dans un monde aujourd'hui qui est piloté par une seule valeur, c'est la valeur marchande. C'est tout à fait insuffisant si on veut aller vers le développement durable. Alors le scénario au fil de l'eau, c'est l'agro-industrie pour tous, c'est-à-dire le tendanciel montre, si je prolonge les courbes, que l'agro-industrie va passer de 50% de l'humanité à 100%. Alors c'est fondé sur un paradigme qui est une croyance dans, comment dirais-je, à la fois la technologie et le marché pour optimiser, c'est la théorie des marchés mais qui est fausse, pour optimiser à la fois le producteur et le consommateur. La consommation, on va continuer dans la massification, bon, qui est rendue nécessaire quelque part par l'augmentation démographique, il ne faut pas se le cacher, mais aussi beaucoup d'artificialisation des aliments. Bon, le diagnostic a été fait par les grandes firmes agroalimentaires. La qualité alimentaire nutritionnelle n'est pas bonne. Donc, la solution adoptée, c'est ce qu'on appelle la complémentation. On va corriger la structure des aliments pour aller vers davantage de santé. L'alimentation fonctionnelle, bon, ça c'est un rêve un peu fou, c'est-à-dire qu'on va vers la personnalisation des aliments en fonction, non pas de chaque individu, mais de chaque groupe de population, et ceci c'est permis par les progrès de la génomique. Pour la production, on continue à spécialiser les bassins de production. Les filières sont longues et intensives. En économie, c'est la poursuite de la concentration parce que les économies d'échelle continuent à rapporter de l'argent. Et la financiarisation. Bon, évidemment, le revers de tout ça, impacts négatifs sociaux. Avec l'exode rural, je vous montrerai des chiffres tout à l'heure, vraiment, ça interpelle beaucoup, l'exode rural. Les problèmes de biodiversité, dégradation des sols déjà évoqués. Et puis, les phénomènes culturels que l'on mentionne très peu, mais avec ces aliments ultra transformés, notamment, on va vers une véritable analphabétisation du consommateur. C'est-à-dire que le consommateur, il ne sait plus d'où vient son aliment, il ne sait plus ce qu'il y a dedans, etc. Et il mange un produit comme il met une paire de chaussettes tous les matins en s'habillant. Donc c'est pas ça l'alimentation, évidemment. Et alors une réaction qu'il ne faut pas d'ailleurs dénigrer, parce que je crois que le greenwashing, c'est quand même un pas vers une amélioration en tenant compte des critères du développement durable. Bon, ce qui est plus condamnable, si vous voulez, évidemment, en termes éthiques, c'est d'abord la soi-disant optimisation fiscale, qui est en fait une évasion fiscale, et le marketing, qui peut avoir des effets pervers en modifiant les comportements du consommateur, non pas dans le sens de l'alimentation durable, mais dans le sens du profit. Bon, alors voilà quelques exemples qui vraiment interpellent. Bon, il y a la méga-farm en Chine. Ici, on se plaint de la ferme des 1000 vaches. Là-bas, c'est 100 000 vaches. Alors, ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que d'après les dernières informations, les Chinois reviennent là-dessus. Les dégâts environnementaux sont tels qu'ils reviennent à des formats sur 10 000 vaches. Bon, il y a les tours maraîchères qui fleurissent un peu partout. Alors, c'est intéressant. Tout ça a un intérêt quand même environnemental, parce que, évidemment, en atmosphère confinée, vous n'avez pas les pathologies habituelles. Et donc, vous maîtrisez ça mieux. Vous maîtrisez mieux la consommation d'eau, etc. Bon, il y a quand même des problèmes, c'est que c'est très coûteux en énergie. Ça consomme beaucoup d'énergie. Et puis, du point de vue social, n'oublions jamais la composante sociale du développement durable, c'est la destruction des ceintures maraîchères. Bon, le steak 3D, vous connaissez. $300 le kilo, mais ça peut baisser évidemment si on fait des économies d'échelle. Les Américains viennent de mettre au point un lait complètement artificiel. Les robots agricoles, alors sur l'agriculture numérique, il faut être très nuancé, parce que l'agriculture de demain ne sera pas l'agriculture d'hier. Et donc il faut revaloriser le métier d'agriculteur avec des technologies.
Bon, voilà mon graphique qui vraiment est très préoccupant. Bon, aujourd'hui, on est à 39% de la population active mondiale qui est dans l'agriculture. C'est énorme, c'est 1,3 milliard de personnes. Alors, il y a deux hypothèses. La première, c'est le fil de l'eau. Eh bien, certains ministres de l'agriculture, d'ailleurs, le disent ouvertement, mais dans les pays développés, les pays riches, vous êtes à 2% de la population active totale dans l'agriculture. Et pourquoi vous ne voulez pas que l'on fasse la même chose? On va aller dans cette direction. C'est suicidaire parce qu'on va passer de 1,3 million d'actifs agricoles à 100 millions. On divise par 13. Où vont aller le milliard et quelques qui va être mis sur les routes, dans les bidonvilles, etc. Ce n'est pas raisonnable. Politiquement, d'ailleurs, c'est insupportable, ça. Et je dois dire que le problème commence à se poser dans les pays riches. Lorsqu'il y a eu cette terrible crise en Grèce, la population agricole et rurale s'est remise à augmenter. La deuxième hypothèse, qui fait partie du deuxième scénario que je vais présenter, c'est qu'on est plus raisonnable et on passe de 39% à 15%. Alors pourquoi il y a quand même une diminution? Parce qu'il faut que les agriculteurs puissent vivre de leur travail, et vivre décemment, et qu'ils puissent investir. Bon, alors Einstein, évidemment, c'est pas avec ceux qui ont bâti un modèle qui aujourd'hui est très menacé, très critiqué, qu'on va inventer l'avenir. Il faut renouveler tout ça. Alors le scénario alternatif, il est fondé sur l'alimentation durable, définition de la FAO 2010, qui est très proche d'ailleurs de la définition de la sécurité alimentaire. Et on insistera là-dessus, évidemment, à côté de l'accessibilité économique, c'est-à-dire que le prix des aliments doit être tel que le pouvoir d'achat doit pouvoir donc permettre de s'alimenter correctement. Et puis il y a les composantes nutritionnelles fondamentales, j'ai parlé de ça tout à l'heure, culturelles, les habitudes alimentaires qui souvent sont issues d'une très longue histoire, mais c'est une histoire adaptée à l'écosystème. Et enfin, les ressources naturelles et humaines, ça c'est quelque chose qui n'est pas dans la sécurité alimentaire, dans la définition de la FAO, mais qui est introduite ici, parce que évidemment, il faut produire de façon à respecter l'environnement. Alors le scénario 2, c'est ce qu'on appelle un scénario alternatif, puisque l'extrapolation du modèle agro-industriel ne répond pas aux critères du développement durable, eh bien on va faire quelque chose d'autre. Et il y a d'ailleurs souvent des ruptures dans ce scénario, qu'on appelle un changement de paradigme. C'est-à-dire que les trois valeurs du développement durable doivent être sur la table et pas simplement la valeur marchande. C'est-à-dire l'équité, le social et puis l'environnement, à côté de l'économie. Parce que s'il n'y a pas, évidemment, d'entreprise performante au plan économique, l'économie s'effondre. Deuxièmement, la question de la souveraineté qui a été évoquée aussi, à juste titre, versus la dépendance externe. Bon, l'exemple des légumineuses ici, c'est criant pour l'Europe, pour la France, etc. Pourquoi importer ce que l'on pourrait faire ici, chez nous, et qui générerait de la création d'emplois, un bénéfice environnemental, etc. Donc il faut vraiment aller dans cette direction. Bon, je ne parle pas de légumineuses spécifiquement, mais derrière chaque diapositive, les légumineuses sont là pour proposer des solutions intéressantes. Bon, troisième caractéristique, c'est-à-dire que je ne me fonde pas sur une globalisation des marchés et de la production, mais sur une territorialisation. Parce que même la production alimentaire peut être délocalisée, on est en train de l'observer, avec la spécialisation de bassins de production ici ou là dans le monde, en fonction d'avantages comparatifs. Alors la triple proximité, c'est la seconde caractéristique très importante de ce scénario alternatif. Évidemment, elle sera issue de l'innovation. Ce n'est pas encore une fois le retour à la polyculture élevage de grand-papa. Donc l'agroécologie, dont vous parlez ici abondamment, et là, les légumineuses ont toute leur place, l'éco-conception des usines, les circuits courts, c'est-à-dire la réduction du nombre d'intermédiaires entre le consommateur et le producteur. Alors ce modèle est basé et fondé sur des réseaux de micro-entreprises et de PME, et notamment sur le concept de bioéconomie circulaire. La création de valeur, si vous voulez, dans les zones rurales, elle va beaucoup venir
de cette bioéconomie circulaire. Parce que ça signifie qu'à côté de l'activité agricole, de fabrication des aliments, j'aurai la fabrication de ce qu'on appelle les bioressources, enfin les matériaux, etc., l'énergie, mais aussi les services écosystémiques, et qui facilitent l'écotourisme. Il est certain que l'exploitation agricole de demain performante ne sera pas une exploitation spécialisée dans la production alimentaire. Il faut la diversifier pour multiplier les sources de revenus et avoir quelque chose qui permet, encore une fois, d'investir et de vivre correctement. Bon, et la gouvernance partenariale, j'en ai déjà parlé. Alors, c'est fondé non pas sur les innovations que j'ai indiquées tout à l'heure, ou sur certaines seulement, qui sont caractérisées par l'artificialisation du milieu et de la production. C'est plus soft, plus social, etc., plus écologique. Alors, il y a quand même, ce schéma est très séduisant, et souvent on parle d'idéal type, parce que c'est une vision du futur qui est un objectif de durabilité, mais qui se fera à un horizon qui est peu déterminé pour l'instant. Alors pourquoi? Les freins, c'est ça. La qualité coûte cher. Il faut donc accepter que le consommateur accepte de payer la qualité. Ou bien il y a des solutions quand même, des solutions fiscales que j'ai évoquées tout à l'heure. Pourquoi pas une TVA à double taux? Taux maximum sur la junk food et taux minimum sur la good food. Je crois que dans les ministères des Finances, on n'est pas tellement d'accord pour ça. Deuxièmement, l'efficacité énergétique et environnementale est à confirmer. J'ai donné l'exemple tout à l'heure des tours maraîchères. C'est vrai que du point de vue environnemental, c'est très bon. Et dans les systèmes agroécologiques, c'est à démontrer. Et les problèmes de coordination entre acteurs. Pourquoi j'ai parlé d'entreprises, de micro-entreprises, de PME? L'exploitation agricole familiale, j'ai oublié, mais c'est le socle de ce modèle alternatif. Évidemment, c'est des millions d'acteurs. Dans un pays comme la France, c'est des millions d'acteurs qu'il faut coordonner. Alors, en termes de produits, ce modèle alternatif, il est fondé sur la différenciation qualitative avec 4 attributs. Bon, le premier, c'est la santé, donc nutrition. Le deuxième, c'est l'ancrage territorial, l'origine. Le troisième, c'est le goût, puisque, si vous voulez, l'alimentation est devenue un objet de spectacle. Les tomates sont bien rouges, etc., mais elles ne sont pas bonnes, elles n'ont plus de saveur. Donc là, il y a une quête du consommateur vers ça. Il y a également un attribut technique, c'est-à-dire ça doit être produit dans des conditions telles que les critères du développement durable sont respectés. Et puis il y a aussi, c'est ça la souveraineté alimentaire d'ailleurs, c'est se nourrir avec les aliments que l'on produit dans son territoire, mais en fonction d'un modèle culturel, d'un régime alimentaire qui est un régime hérité du passé, etc. Alors l'essor du terroir, c'est quelque chose de fantastique. C'est comme le bio, d'ailleurs, ça explose. Vous voyez ici, à l'INPI, il y a plus de 21% de dépôts de marques avec le terme terroir, parce que c'est très porteur du point de vue du marketing. Et dans l'Union européenne, il y a une véritable explosion de la demande d'indication géographique. Pourquoi? C'est une garantie officielle, publique, de l'origine des aliments. Alors, un seul exemple. Bon, je suppose que dans la salle, il y a des collègues qui connaissent ça, mais moi, ça m'a stupéfait quand j'ai découvert ça. C'est Nzamoujo, donc un dominicain, un docteur en biologie. En 1983, au Bénin, il crée la ferme Songhai. Et déjà, vous avez l'agroécologie là-dedans, évidemment. Vous avez combinaison de la production végétale, la production animale, la pisciculture, production de bioénergie et association avec la forêt. C'est ça. Disons, la production de la biomasse du futur, elle est là. Mais en plus, quelqu'un qui pensait aussi économie, intégration de l'aval, c'est-à-dire qu'il y a des ateliers de transformation de tous les matières premières de cette ferme sur place. Et, troisième maillon des filières, la commercialisation, création de coopératives féminines pour vendre les aliments. Bon, ça marche très bien. Il y a actuellement une académie Songhai et 300 fermes Songhai dans l'Afrique de l'Ouest. Bon, le gros problème que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que les ministres de l'Agriculture, dans ces pays et dans beaucoup de pays du monde, ne sont pas convaincus que le scénario alternatif est un scénario acceptable et crédible, pour de multiples raisons, évidemment. Alors, la conclusion de tout ça, c'est évidemment la cohabitation, puisqu'on est dans un monde hétérogène avec beaucoup de conservatisme. Et ce scénario hybride, j'ai déjà évoqué, c'est-à-dire que pour les mégalopoles, il faut avoir un modèle qui va être fondé sur les grandes usines, etc.,
mais qui soit plus vert. Hein. Et enfin, le modèle alternatif, la condition de son développement, c'est le soutien à travers des politiques agricoles. Alors bon, je vais aller un peu plus vite. Bon, les échelles je vais terminer par la gouvernance. Hein. Les échelles de gouvernance, c'est l'international, les États, et puis les collectivités territoriales, la région, le département, la métropole. Il y a beaucoup d'initiatives pour développer des programmes alimentaires à ces différents échelons. Et on doit se poser, il y a un débat entre chercheurs, quel est le cadre pertinent pour la gouvernance des systèmes alimentaires. Alors, on a vu les limites du modèle globalisé et l'ancrage territorial, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est la commune ? Est-ce que c'est le département ? Est-ce que c'est la région, etc. Bon, là, on peut citer Bruno Latour, un sociologue, hein, qui dit que, et je crois que c'est très profond ce qu'il dit, hein, il faut faire coïncider la notion de territoire avec celle de subsistance, notamment alimentaire. Alors, c'est pour ça qu'il nous faut œuvrer pour le développement des systèmes alimentaires dans un cadre qui procure une offre de biens et services alimentaires diversifiés et qui intègre cette production dans l'écosphère. Et je pense que dans un pays comme la France, c'est l'échelon régional, c'est-à-dire ici, pour nous, c'est l'Occitanie. D'ailleurs, on a fait des estimations. Hein. L'Occitanie peut être autosuffisante du point de vue de son alimentation, bon, sous réserve, évidemment, de la banane, du café, du thé, etc., dont nous aurons besoin dans l'avenir. Hein. Mais on pourrait augmenter beaucoup le degré d'autonomie alimentaire d'une région comme l'Occitanie. Et tout ceci, ça doit être coordonné avec les échelons supérieurs, c'est-à-dire l'État et puis l'international. Et je vais évoquer l'international à travers ce projet de verticale. Bon, je vais passer. Voilà, la verticale, si vous voulez, c'est un concept de géopolitique, hein, qui dit que le monde est en train de passer de l'état de globalisation, hein, puisque après la chute du mur de Berlin, tout s'est effondré, et donc on a eu un espace ouvert. Et l'OMC a œuvré pour la libéralisation maximum des marchés. Mais aujourd'hui, c'est en train de se restructurer autour de ce qu'on appelle les verticales ou les quartiers d'Orange. Hein. Ça, c'est IPMED qui a conçu tout ça. Et vous en voyez 3. Alors, il y en a 2 qui fonctionnent déjà et qui sont performants. C'est les 2 Amériques. C'est l'Asie, hein, évidemment, avec comme leadership à gauche les États-Unis et à droite, c'est la Chine. Avec les facteurs de succès, si vous voulez, ces 4 piliers. Il y a un pilier politique, par exemple l'Organisation des États américains pour les 2 Amériques. Un pilier économique, c'est par exemple l'ASEAN pour la zone Asie, des banques, la BID, la Banque interaméricaine de développement ou la Banque asiatique de développement. Et enfin, et là les chercheurs évidemment sont tout à fait convaincus, il faut une structure de réflexion intellectuelle, de production de connaissances scientifiques, etc. Et vous avez ces 2 organismes qui sont présents. On ne les a pas, ou alors ils sont de façon dispersée dans la 3e verticale qui est à construire. Et c'est pour ça qu'il y a une fondation qui s'est créée, qui s'appelle AM, Afrique, Méditerranée, Europe, et je crois avec un projet très intéressant, et bon, dont la faisabilité va être compliquée, mais qui est très pertinent, parce que vous avez la zone méditerranéenne, là où nous sommes, c'est un peu le pivot, le trait d'union entre l'Europe, une Europe vieillissante, croissance économique qui s'essouffle, etc. Et puis, au contraire, au sud, eh bien, quelque chose de très dynamique du point de vue économique et démographique. Alors, le AME est organisé autour de 5 secteurs, et notamment, il y a un secteur sécurité et souveraineté alimentaire, donc de la région AME, de la grande région. Et vous avez là le lien Internet pour accéder à la publication. Alors, j'arrive à la conclusion avec les défis pour le futur alimentaire durable, évidemment que l'humanité ne peut que souhaiter. Hein. Alors, le premier, c'est comprendre la sécurité alimentaire, parce qu'aujourd'hui, on la comprend mal. Et comprendre que c'est un problème polysémique. Ce n'est pas un problème d'agriculture uniquement. Ce n'est pas un problème d'industrie alimentaire uniquement. Ce n'est pas un problème de supermarché uniquement, etc. C'est polysémique. Ce n'est pas uniquement un problème technique, c'est un problème économique, c'est un problème social, etc. Et évidemment, l'approche recommandée par les chercheurs, c'est l'approche holistique. Ce n'est pas l'approche cartésienne qui est la décomposition d'un tout en éléments petits pour pouvoir l'analyser, le comprendre, etc.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'approche cartésienne. Mais pour comprendre cette insécurité alimentaire, il faut vraiment être holistique et évidemment pluridisciplinaire. Alors l'objectif de ce futur alimentaire, c'est la triple qualité, nutritionnelle, encore une fois en premier, parce qu'on est dans un phénomène de pandémie, extrêmement inquiétant. Mais malheureusement, si vous voulez, les horizons de décision politique, ce sont les échéances électorales, qui sont des échéances à très court terme. Et là, il faut penser à 2 ou 3 générations. Et c'est très compliqué au niveau des États, au niveau international, etc. Il faut reconsidérer le modèle économique que j'ai évoqué parce qu'il est fondé sur la seule valeur du profit et intégrer les externalités négatives, sociales et environnementales, d'une façon ou d'une autre, par le prix ou par les fiscalités. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pris en compte. Pour la taxe carbone, pour l'instant, c'est quelque chose qui est très peu opérant. Reconfigurer les échelles de gouvernance telles que je l'ai expliqué, c'est-à-dire en articulant des systèmes alimentaires territorialisés au niveau de l'Occitanie, au niveau de l'Andalousie, etc. Et puis l'espace géopolitique, parce qu'il nous faut un espace géopolitique pour les discussions internationales, il faut peser. Et là, si vous voulez l'unité de compte, là, dans ces discussions géopolitiques, c'est le milliard. C'est le milliard d'habitants, ou c'est 1000 milliards de dollars de PIB. Sinon, à la table des négociations, on n'existe pas. Et enfin, je termine par ça, puisque la majorité, je crois que nous sommes enseignants-chercheurs ici, il faut repenser la chaîne des savoirs. C'est-à-dire le patrimoine, l'accumulation de connaissances, etc. Il faut régulièrement revisiter ça. Il faut être multidisciplinaire et il faut redéployer les moyens. Alors c'est très bien, à l'INRA, je crois qu'on a pris le virage de l'agroécologie, mais il faut avoir beaucoup de postes et il faut avoir des budgets de fonctionnement pour développer les recherches et avoir des bases solides pour que ce modèle agroécologique ou ce modèle alternatif soit performant. Et je termine par Rachid Mimouni, je crois que ça illustre ce que je viens de dire. Oubliant d'où ils venaient, ils ignoraient où ils allaient. Alors là, c'est le lien indispensable entre les savoirs tacites, les savoirs accumulés au fil des temps, par l'expérience concrète du terrain, les savoirs tacites, qui peuvent être d'ailleurs caractérisés de manière scientifique, et puis l'innovation. Donc le futur, c'est la convergence entre le patrimoine et entre l'innovation. Merci de votre attention. Merci Jean-Louis. On va ouvrir un petit espace de discussion-question. Moi, j'ai d'abord une question à te poser. Tu parles là de changement de paradigme et tu dis que l'aspect politique est très important en tant que gouvernail pour changer la donne. Et est-ce que aussi il n'y aurait pas un levier lié aux manières de penser de la population et aussi aux nouvelles générations de consommateurs que nous engendrons? Et du coup, parce que moi, ça me fait penser notamment à l'environnement, où malheureusement, par exemple, dans les programmes d'éducation, on ne forme pas les gens on n'inscrit pas dans leur ADN le fait qu'il faut faire attention à son environnement, qu'il faut... Enfin, toutes ces composantes de la durabilité, mieux les inscrire dans les aspects d'éducation, que ça soit de la maternelle à la formation de docteur. Donc, les enseignants ne peuvent être que d'accord avec toi. Bon, alors ça, c'est un des volets, j'ai pas eu le temps d'évoquer, mais on a, si vous voulez, dans cette alimentation durable, on a tout un programme de mesures, etc. Et la première proposition, c'est l'éducation nutritionnelle et alimentaire, je vais insister là-dessus, à partir de la maternelle, qui va devenir obligatoire, là, jusqu'à l'université du 3e âge. Aujourd'hui, on constate un changement de comportement du consommateur, mais ça concerne, d'après nos estimations, entre 15 et 20% de la population totale dans un pays comme la France. Ces 15 ou 20%, ce sont les gens éduqués, à niveau d'éducation élevé, et deuxièmement, avec des revenus moyens ou supérieurs. Donc il faut que ça fasse tache d'huile. Et avec, j'ajoute, un consentement à payer, même pour les classes moyennes, l'alimentation plus chère. Donc il faut que tout ceci se soit diffusé dans l'ensemble de la population. Et on va passer de 20% de quête d'alimentation durable à 80 ou 90% grâce au levier de l'éducation. Alors il y a l'éducation à l'école,
Mais il y a aussi, évidemment, la formation professionnelle qui est très intéressante pour que les acteurs des filières soient bien conscients des objectifs et des infléchissements de trajectoire indispensables. Alors, ce que j'indique évidemment, pour l'alimentation, c'est valable pour l'environnement et le social. Mais quand on parle d'alimentation durable, c'est ce que j'ai expliqué, il faut avoir dans la tête les 3 critères du développement durable et non pas seulement un seul. Aujourd'hui, dans les scolaires, on a étudié ça, il y a une amnésie, une perte complète de mémoire de ce qu'est l'alimentation, puisque c'est très transformé, etc. Enfin, vous connaissez le topo là-dessus. Merci Jean-Louis. D'autres questions dans la salle ? Non. Okay. Ah, une question. Marie-Benoît. Du coup, je profite. Puis à nouveau pour vous remercier pour cet exposé qui était vraiment très riche, car je pense que vous avez resitué de manière holistique, effectivement, tous les enjeux qui se tissent aujourd'hui sur l'agriculture et l'alimentation. J'aimerais que vous reveniez plus précisément sur cet axe AME, Afrique, Méditerranée, Europe, pour voir, vous, quelles sont les perspectives que vous voyez et quelles sont les actions qu'on pourrait prioriser, soit en recherche, soit avec les opérateurs de filière, pour renforcer cet axe. Oui, oui. Bon, évidemment, derrière, c'est un projet géopolitique, comme je l'ai indiqué. Il y a plusieurs volets. L'un des volets, je commence par là, parce que c'est notre communauté, c'est le volet recherche et formation. Enfin, disons innovation, chaîne des savoirs, etc. Et je pense que c'est d'ailleurs le volet le plus en avance. C'est-à-dire que les réseaux de scientifiques et d'enseignants dans cette verticale sont déjà denses. Les contacts sont établis, etc. Mais il faut structurer ça, et puis surtout, il faut le financer. Et les financements pour ce type de programme de recherche international, si vous voulez, est peu présent. Il y a les programmes de la Banque mondiale, du CIGI, etc., mais qui sont plutôt des programmes transversaux et des programmes par filière, etc. Là, il faudrait faire des programmes dédiés à cette région et qui soient branchés plutôt sur les systèmes alimentaires, etc. Et ensuite... évidemment, il y a la profession. C'est très important, ça. Alors là, il y a un concept qu'on appelle le co-développement. Le co-développement, ça signifie que ce n'est pas uniquement le commerce. J'exporte mes céréales en Algérie. Ce n'est pas uniquement l'investissement direct à l'étranger. Je prends des participations dans une industrie alimentaire en Côte d'Ivoire. C'est beaucoup plus que ça. C'est l'aide au développement des filières locales. D'ailleurs, le groupe Avril, enfin Sophie Protéol avant l'a fait, et je crois avec succès, c'est-à-dire qu'on aide les acteurs locaux à se structurer en filières. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur l'histoire de la gouvernance, parce que les filières étant désorganisées, ou pas du tout organisées dans les pays en voie de développement, il est très difficile d'attendre un progrès. Donc l'aide à l'organisation des filières, c'est évidemment un partage de connaissances technologiques, mais c'est aussi un partage de connaissances organisationnelles. Et là, bon, en France et en Europe, on a un atout fantastique, c'est l'organisation professionnelle avec les organismes mutuels, les coopératives, le crédit, etc. Tout ça, c'est très important et c'est à encourager dans le Sud. Malheureusement, il y a un a priori, il y a eu des expériences malheureuses, notamment en Tunisie. Il y a eu une ère de développement des coopératives qui a été un fiasco lamentable. Et il y a une réticence des agriculteurs aujourd'hui dans beaucoup de pays par rapport au mouvement coopératif. Mais ça doit être expliqué et ça doit être prouvé sur le terrain. Parce que si vous implantez une coopérative performante, et on commence à avoir des exemples d'ailleurs, eh bien ça va suivre, ça fait tache d'huile. C'est la stratégie de la tache d'huile, la démonstration. Comme on a eu en France d'ailleurs avec les CETA. Ça a été un progrès fantastique pour l'agriculture. Merci Jean-Louis. Je vais redonner la parole à Marie-Benoît.